L'objectif de cette vidéo est de décrire comment se fait la déclaration des chargements dans le module de calcul de structure plane. Lançons le module. Alors, pour déclarer des chargements, on va reprendre la structure qui a été utilisée dans la vidéo précédente. Je vais faire Open, Plane Structure, Default Directory. Voici la structure précédente. Alors, jetons un coup d'œil rapide pour nous rappeler comment est l'interface du module de structure plane. Donc, à droite, les graphiques et à gauche, deux parties. Une partie pour la déclaration de la structure et en bas, une partie pour la déclaration des chargements qui nous intéresse ici. Quant au côté graphique, il y a des boutons qui se trouvent au-dessus et qui nous permettent de visualiser l'ensemble des informations que nous avons pour un graphique. Par exemple, les axes, la numérotation des points, la numérotation des barres, les liaisons aux extrémités telles que les articulations qui sont là, aux extrémités des barres 9 et 10, l'orientation des sections pour toutes les poutres, donc les repères locaux de la poutre. Les chargements, nous n'en avons pas pour l'instant. Les supports que l'on voit ici et qu'on ne voit plus, que je vais remettre, un encastrement, une articulation et un appui simple. Voilà l'ensemble des informations et toutes ces informations peuvent ne pas être vues. Voilà. Donc on a toujours la possibilité de switcher et voir ce qui est visualisé ou pas. Et le but est de ne pas trop surcharger la structure. Très bien. Alors, pour l'instant, il s'agissait simplement d'une structure. Et nous allons maintenant déclarer des chargements. Dans ce module, tous les types de chargements sont possibles. Des chargements mécaniques et des variations de température. Cependant, la déclaration des chargements de la structure se fait par cas de charge. Et il est possible de déclarer un nombre illimité de cas de charge. On appelle cas de charge sur la structure n'importe quelle distribution de chargement sur les poutres et sur les nœuds de la structure. Un cas de charge peut ne présenter que le chargement d'un nœud ou d'une poutre. Maintenant, parmi les cas de charge, il y a deux types de cas de charge dont la déclaration est simple. Il s'agit de la prise en compte du poids propre. Il suffit dans la table du bas réservée au chargement, il y a ici Self Weight, il suffit de cocher la case relative au poids propre. On notera que pour le poids propre, l'accélération de la pesanteur n'est pas de 10 mais de 9,81. Un autre cas de charge est la variation globale de température. Il suffit de cocher cette variation globale de température et d'indiquer une valeur pour cette variation globale de température, par exemple ici 30 degrés. Un autre cas de charge est celui correspondant à des gradients de température imposés à certaines poutres de la structure. Il s'agit de cette table. Alors on va cocher gradient et on va déclarer des gradients de température pour certaines poutres. Alors allons vers les poutres, regardons la numérotation des poutres. Et par exemple, nous allons mettre un gradient de température pour la poutre 8 et pour la poutre 4. Et imaginons que la température extérieure soit supérieure à une température qui serait intérieure ici. Et donc nous aurions un gradient entre les faces supérieures, inférieures et supérieures de chacune des poutres, la 8 et la 4 par exemple. Alors allons-y. On va revenir vers la table de la déclaration des gradients de température et nous allons faire Add comme d'habitude. Alors on va choisir la poutre numéro 8 et sur cette poutre numéro 8, je vais choisir 5 qui veut dire 5 degrés par centimètre concernant l'épaisseur de la poutre. Bien. Et on va faire OK tout de suite. Alors voici le symbole qui représente un gradient thermique pour la poutre 8 et il ne concerne que la poutre 8. Il est dessiné tel que ceci dans ce sens-là. Alors quel est donc ce sens? Revenons vers le repère local de la poutre que je fais apparaître en cliquant sur section. On voit ici que Y est vers le haut
et que le gradient a un sens positif de bas en haut. Bien, maintenant nous allons déclarer la même chose, mais pour la poutre 4. Alors pour la poutre 4, je vais faire ça, poutre 4, je vais mettre moins 5 degrés. Ok. Alors on remarquera que c'est bien un gradient qui va dans ce sens-là, donc c'est correct. Par contre, j'ai mis moins 5 de manière à ce que le gradient soit orienté correctement, sachant que ici, le repère local de la poutre, l'axe Y est dans ce sens-là. En fait, c'est vis-à-vis de l'axe Y que le signe est donné. Voilà donc deux gradients de température imposés localement aux poutres 8 et aux poutres 4. De la même façon que toutes les informations que nous avons peuvent disparaître si nous le souhaitons, eh bien, le gradient, ce qui représente l'affichage d'un gradient de température, peut aussi être visualisé ou pas. Non pas dans les boutons qui sont en haut, mais dans le bouton qui s'appelle Show, qui se trouve près de la table des gradients de température. En appuyant sur Show, ils disparaissent. En rappuyant sur Show, ils apparaissent. Voilà, donc on va pour l'instant les éliminer. Alors pour l'instant, nous avons trois cas de charge. Le poids propre, la variation globale de température pour toute la structure, et la déclaration de deux gradients locaux sur les poutres 8 et 4. Bien, maintenant il nous reste cette table-là à remplir et qui va nous permettre de déclarer des chargements de type mécanique absolument quelconques. Alors, nous allons commencer. Il y a deux types de cas de charge. Un qu'on j'appelle any comme quelconque et un autre qui s'appelle press qui va nous permettre de charger plusieurs poutres d'un seul coup. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite. On va commencer par le cas quelconque. Alors, avant de le faire, je vais faire apparaître les nœuds et les barres puisque les chargements mécaniques vont concerner tant les nœuds que les barres. Alors, je vais faire add any pour rajouter un cas de charge quelconque. Alors, je vais mettre j'ai dans cette fenêtre-là de quoi charger les nœuds en force, de quoi charger les nœuds en couple, et puis ici, de quoi charger les barres. Allons-y. Commençons par la charge des nœuds. On va par exemple, je vais faire add pour charger le nœud 4 et le nœud 7. Pour le nœud 4, on va mettre une force selon l'axe des X par exemple. Et pour le nœud 7, quelque chose qui serait de type 1 et moins 1 par exemple. Ouais, arrêtons-nous là et validons tout de suite ces deux données. Il ne s'agit pas de la déclaration finale, on valide pour voir, c'est-à-dire pour voir que ce que nous avons souhaité faire correspond bien à ce que nous avions estimé. Voilà. J'ai déclaré deux fois le nœud numéro 4, c'est normal, c'est une erreur. Donc ici c'est 7, alors je valide. Et voici, donc ici vous avez une force qui agit sur le nœud 4, qui est bien selon l'axe des X, l'axe global des X. Et ici une force qui est de composantes 1 et moins 1, et elle est orientée selon les composantes qu'elle a. Voilà. Et on peut continuer comme ça à charger tous les nœuds en force. Maintenant, on peut continuer, mais on va charger des nœuds par des couples. Alors, on peut très bien charger le même nœud par une force d'un côté et d'un couple de l'autre. Alors, pour ne pas surcharger, on va mettre un couple sur un autre nœud, par exemple le nœud 8, add. Alors, je vais faire add, et sur le nœud 8, je vais mettre un couple. Pour le couple, il n'y aura pas, il est selon l'axe Z, donc il sera soit positif, soit négatif. Je vais mettre un couple négatif. Je valide. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'il s'agit d'un couple, c'est une flèche dont la couleur est rouge et noir, et qu'il est orienté vers le bas. C'est juste une convention pour dire qu'il est négatif, on se réfère à l'axe Y global, c'est tout. Et donc, en fait, on sait, en lisant directement, en regardant directement la flèche, s'il s'agit d'un couple selon Z ou moins Z, c'est simplement en regardant s'il est selon Y ou moins Y. Global, bien entendu. Voilà. Donc, on a pour l'instant déclaré des forces sur les nœuds 4 et 7 et un couple sur le nœud 8. On peut comme ça continuer à en déclarer un petit peu partout sur le nœud si on en a envie. Et une fois que cela est fait, on peut passer à la déclaration ici des efforts qui vont agir ou des chargements qui vont agir sur les poutres, poutre par poutre. Bien.
Alors pour faire simple, nous n'allons pas mettre des chargements sur des poutres pour ce cas de charge. Ce cas de charge va se limiter uniquement, par exemple, à charger des nœuds. Et on va l'appeler force et couple sur les nœuds 4, 7 et 8. Voilà, c'est juste un nom. On lui donne un nom et une fois que ce nom est donné, on fait OK. Alors à partir de là, ce nom de cas de charge apparaît dans la table des cas de charge. Bien. Alors, on peut, au niveau des chargements qui est affiché, on voit ici load case. Load case permet de montrer ou de ne pas montrer le dernier chargement qui a été affiché. Comme c'était le seul, alors c'est celui-là. Très bien. Alors maintenant, nous allons faire un autre cas de charge qui va cette fois-ci ne pas concerner les nœuds, mais ne concerner que les barres, juste pour décomposer les choses. Alors j'ai les barres ici 1, 2, 8, 4. On va par exemple commencer par la barre 2 et je vais faire Add Beam. Alors qu'est-ce que je vois apparaître? On me donne une liste de chargements sur cette poutre dont le numéro est 2 et dont la longueur est 3. On peut mettre des forces ponctuelles, uniformes et linéaires. Mais on peut mettre des couples ponctuels, uniformes et linéaires. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Où on veut. Alors je vais commencer par le faire. Je vais prendre une force ponctuelle et je vais faire add. Et elle est de longueur 3 mètres. Je vais me mettre par exemple en 0.5, à l'abscisse 0.5. Et on va mettre une charge qui agit selon l'axe des X, par exemple 1. Voilà. Et alors j'ai ici à cocher une case. Dans cette case, c'est pour indiquer si ce chargement est déclaré dans le repère global ou local. Par défaut, il est global. Et quand j'ai mis X, il est global, je le garde et je valide. Voici la charge. Je peux à tout instant la changer là tout de suite. Je peux très bien mettre -1 et je vais faire valide. Elle va changer de sens, n'est-ce pas? Je peux le faire quand je veux. Et donc je refais encore une fois. Voilà, j'ai cette charge-là. Maintenant, je vais rajouter sur cette même poutre une autre charge, une force par exemple linéaire. Et je vais faire add. Cette force linéaire pourrait aller par exemple de l'abscisse 1.2 vers l'abscisse qui vaut combien, par exemple 2.85 et qui partirait de -1 à 1. Alors de -1 à 1 selon Y. Alors quel Y? Global ou local? Évidemment, on va faire une force transversale et donc il nous faudra le prendre en local. Je rappelle ici, pour les sections, je ne peux pas le montrer tout de suite, je le montrerai tout à l'heure, mais je valide. Voilà, je viens de valider. Voici par rapport au repère local de la poutre, l'axe Y local, c'est l'axe transversal. J'ai donc bien une charge linéaire qui part de -1, le sens est là, vers ça. Ok, voilà. Donc voilà un premier chargement qui concerne la poutre numéro 2 et qui comporte une charge concentrée et une charge linéaire. Mais on peut continuer de rajouter autant de chargements ponctuels, uniformes, de type force ou de type couple. Ils peuvent s'enchevêtrer, ça n'a aucune importance. Ce sera peut-être pas forcément facile à lire, mais c'est possible et on peut mettre tout ce que l'on veut et où on veut. Bien. Alors je vais m'arrêter là pour la poutre 2, je valide, je fais OK. Et à partir du moment où la poutre 2 a été chargée, on la voit apparaître dans la table de gauche comme une poutre chargée. Ça, ce sont la liste des poutres libres. Alors je vais continuer, je vais prendre la poutre numéro 8 et je vais encore faire Add Beam. Et sur cette poutre 8, je vais par exemple mettre un couple ponctuel quelque part. Je vais faire Add et ce couple serait par exemple aller de longueur 4 au milieu. Voilà, on va mettre un couple qui vaut par exemple -1. Donc 1. Et je valide. Voici. On peut continuer, mettre une force, un couple uniforme ou un couple linéaire, c'est comme on veut. On va mettre un couple uniforme par exemple et on va partir du début jusqu'à la fin, pourquoi pas, voilà, jusqu'à 4. Et on va mettre cette fois-ci un couple qui serait positif. On fait un petit peu n'importe quoi. Et je valide. Voici. Il apparaît en noir alors que les densités de force apparaissent en rouge.
Voilà. On aurait pu mettre un signe -1 de l'autre côté, voilà. On le laisserait à partir par-dessus. Voilà encore un cas de chargement. On peut encore mettre sur le même un cas de chargement de force uniforme, voilà, en même temps. Ça n'a pas d'importance. Qui irait par exemple de 1 vers 3 et qui agirait selon l'axe des Y, 1 par exemple, et en local. Je valide. Voilà. On a tout mis en même temps et je fais OK. Et donc il s'agit d'un cas de charge qui contient un chargement sur la poutre 2, un chargement sur la poutre 8. On peut s'arrêter là pour l'instant. Voilà, ce cas de charge, on va l'appeler force, ou plutôt densité de force et de couple sur les poutres 2 et 8. 2, 8, voilà. OK. Voilà, et ce cas de charge vient se rajouter. Bien. Alors, ce cas de charge qui vient se rajouter, bien entendu, je peux faire dans load case, le voir ou ne pas le voir. Je peux revenir vers le premier cas de charge. Je clique dessus, je fais show. Le voilà. Pour le second, je clique dessus, je fais show. À tout instant, tout est toujours visualisable. Alors, je vais tout de suite l'enlever pour continuer de travailler. Maintenant, il existe un autre cas de charge, c'est le cas de charge appelé presse, comme pression. On verra qu'il ne s'agit pas vraiment d'une pression, mais plutôt d'une force surfacique. Alors, de quoi s'agit-il? Ce dernier cas de charge est celui correspondant au type dénommé, certes, pression, mais ce cas de charge permet d'imposer en une seule opération une même force uniforme sur un ensemble de poutres. Cela permet, par exemple, de simuler un vent ou le poids d'une dalle qui serait reprise par un ensemble de poutres. Alors, comment cela fonctionne? Imaginons un vent latéral qui serait repris par les poutres 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. On pourrait bien sûr déclarer ce chargement comme un cas quelconque en chargeant les poutres 1 et 2 par une force par exemple uniforme. En fait, le cas de charge de type pression va nous permettre de le faire de manière plus simple. Alors, faisons-le. Alors, on va faire Add Press. Et là, on nous propose de sélectionner les barres, les poutres que l'on souhaite charger. Alors, il s'agit des poutres 1 et 2. Je vais sélectionner 1 et 2 en même temps. Il suffit de faire CTRL et je sélecte. Elles viennent d'être sélectionnées. Très bien. Maintenant, on va se donner une force surfacique. Par exemple, une force surfacique qui agirait selon l'axe des X. On va dire 12 par exemple. Il s'agit de kilonewtons par mètre carré. Et cette force surfacique va agir via une surface d'action qui serait par exemple de 20 mètres carrés et je vais juste faire OK. Pardon, c'est pas OK qu'il fallait faire, c'est valide. Et voici. Alors que fait le logiciel avec ces données? Le logiciel multiplie la force surfacique par la valeur de la surface et distribue la force obtenue de manière uniforme sur les poutres 1 et 2. Voilà, c'est relativement simple. Donc on a en fait une force surfacique dont la surface d'action est de 20 mètres carrés pour une force surfacique agissant selon l'axe des X et de valeur 12 qui est à répartir sur les poutres 1 et 2. C'est ce que le logiciel a fait de manière automatique avec les données qu'il avait. Alors cette force-là, on va l'appeler, ce cas de charge, on va l'appeler vent et on va faire OK. Voilà, le vent est fait. On va continuer, on va en faire un autre. Add Press. Cette fois-ci, on va mettre un chargement sur les poutres 6 et 7 qui va représenter, par exemple, je sais pas, le poids de la dalle, par exemple. Et alors, on va choisir les poutres 6 et 7, 6 et 7, que l'on sélectionne. Et on va mettre un chargement qui sera selon Y, et qui va attaquer une surface, par exemple, de 25 mètres carrés. Et on va valider. Voici. Alors ça, on va l'appeler par exemple une force de type dalle. Voilà. OK. Il vient se rajouter. Voilà l'ensemble. Voici le cas de charge qui ne concerne que ce chargement sur les poutres 6 et 7 et qui simule par exemple le poids de la dalle, par exemple. Bien. Et donc en fait, globalement, ce que nous avons déclaré dans le cadre réservé au chargement qui est en bas,
un poids propre, ou bien le poids propre, une variation globale de température, des gradients de température sur les poutres 4 et 8, et 4 chargements, 4 cas de charge, 2 cas de charge qui ont été déclarés avec le cas quelconque, et 2 cas de charge déclarés avec le cas presse, qui permet de charger plusieurs poutres d'un coup. Voilà l'ensemble des chargements qui sont possibles. A priori, tous les chargements que l'on peut imaginer sont ici inclus. C'est à nous de les diviser par cas de charge et de les considérer par cas de charge. À tout instant, nous pouvons changer un cas de charge. Je prends un exemple, je vais prendre le vent de tout à l'heure et je vais faire Modify. Je retrouve exactement mes données, je peux changer la valeur du chargement, Px, Py, je peux changer la valeur de la surface, il suffit que je valide et que je fasse OK pour que cela soit pris en compte. C'est tout, c'est relativement simple. Toutes les données que nous avons sont accessibles. Je reviens sur le cas de charge, par exemple, des efforts qui sont là. Je vais faire Modify, même chose. Cette fois-ci, on voit ici les déclarations qui étaient des charges sur les nœuds. On les voit clairement. Il suffit de changer les valeurs, de valider, et nous aurons changé les chargements. Même chose pour les poutres. Alors, c'était un peu plus long. Voilà pour les poutres. Alors, il faut aller voir Modify ici sur les poutres 2 et 8. Je vais prendre la poutre numéro 2. Je vais faire Show Modify. Alors, voici sur la poutre numéro 8, j'avais une force ponctuelle et une force linéique. Donc, voici les valeurs. Il suffit de changer les valeurs, de valider, de faire OK. Et le chargement sera tout de suite changé. Je vais les enlever. Voilà. Donc voici les chargements que nous avons. Load case permet d'enlever les derniers chargements comme d'habitude. Et donc en fait, la structure maintenant a été déclarée, les chargements sont déclarés, il suffit de lancer les calculs. Alors on peut juste pour nous amuser lancer un calcul pour les chargements que nous avons. Alors je vais dans analyse, on va choisir dans équilibre, solve. Voici, tous les cas de charge ont été calculés d'un coup. Ils sont tous là. Et l'exploitation des résultats, donc de l'équilibre, se fait par cas de charge. Par exemple, je peux ne regarder que, soit je peux prendre une combinaison qui prend les deux cas de charge qui sont là en même temps, avec 0 fois 9 le premier, je ne sais pas, 0,75 le second, plus le poids propre, plus enfin la combinaison que l'on veut, il suffit de faire, et le gradient pendant qu'on y est. Voilà, on considère tout ça en même temps. C'est la combinaison de ces différents cas de charge qui va être, dont on va afficher les résultats. Alors on valide la combinaison, voilà, c'est fait. Et les résultats que nous avons là vont concerner la combinaison qui vient d'être choisie. En l'occurrence, je suis sur ce résultat-là. Voici les réactions et les déplacements des différents nœuds. Les actions sur les nœuds, sur le nœud numéro par exemple 5. Sur le nœud numéro 5, j'ai plusieurs barres qui arrivent et chaque barre arrive avec 2 forces et un couple. Alors la barre numéro 10, c'est-à-dire celle-là, comme elle est articulée ici, elle arrive avec uniquement 2 forces et pas de couple, c'est normal. Et c'est ce qui va nous permettre de calculer l'assemblage au droit du nœud numéro 5. On peut regarder par exemple le diagramme des moments, l'épure des moments que voici. En tout cas pour le chargement que nous avons retenu. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chargement dans ces poudres, il n'y a pas de moment dans la poutre 7, elle est soumise à son poids propre, il y en a forcément un. Mais il est très très petit à telle enseigne qu'il ne se voit pas par rapport à l'importance des moments qui sont là. Alors pour le prouver, je vais aller sur la poutre 7. Poutre 7, je vais regarder les moments sur la poutre 7. On voit bien qu'il y a un moment. Simplement, c'est un moment qui vaut une certaine valeur qui est relativement petite quand on la compare, par exemple, au moment qui doit se trouver sur la poutre 8. Voilà. Il est beaucoup, beaucoup plus important. Et comme le dessin se fait de manière proportionnelle à quelque chose qui est un maximum de moments, et bien quelquefois, les moments ne se voient presque pas. Bon, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Bien. De la même façon que nous avons vu les moments, on peut regarder les efforts normaux, les efforts tranchants, les contraintes sur les fibres extrêmes, plus et moins. Et on peut regarder aussi les valeurs pour chacune des poutres. Par exemple, pour la poutre numéro 2, voici les efforts tranchants. On remarquera qu'il y a une discontinuité en 0,5. Et ça, c'est normal.
Voici, autour de 0,5 ici, nous avons moins 2,25 à droite et moins 3 à gauche. Voilà. Donc, voilà l'ensemble des résultats pour ces chargements-là. On peut continuer cette exploitation. On peut aussi calculer les enveloppes pour un ensemble de combinaisons de charges déclarées par l'utilisateur. Voilà, c'est terminé pour ce qui concerne la déclaration des chargements.